Merci. Bien, merci. Monsieur Sénat, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de questions très importantes. Je vais m'efforcer de répondre à toutes, bien évidemment, et dans le délai dont nous disposons, vous m'interromprez si je suis trop long. Monsieur le questeur Sueur m'a interrogé tout d'abord, évidemment, sur la jurisprudence de 2000, sur la nature législative des ordonnances non ratifiées. Comment qualifier cette jurisprudence ? Je cherche le mot adéquat. Le mot paradoxal me vient à l'esprit et je m'explique. Il ne faut pas sous-estimer l'intention louable du Conseil constitutionnel. Point de départ. L'intention louable part d'un constat que nous faisons tous, que vous êtes sans doute les premiers à faire, qui est d'une part l'inflation des ordonnances et d'autre part le taux de ratification qui est désespérément faible. Et partant de ce constat, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il était légitime d'assurer un contrôle au titre de la QPC de ces trop nombreuses ordonnances qui n'étaient pas ratifiées ou pas ratifiées pendant longtemps. Alors pourquoi c'est paradoxal ? Parce que partant de cette intention éminemment louable, qui est en réalité au départ une intention plutôt, en tout cas c'est comme ça que je l'ai comprise, de protection du législateur et de protection de la loi. Premier paradoxe, découvrir après 60 ans, alors qu'il y avait consensus de tous les juristes, que ces ordonnances ratifiées ont une nature législative, c'est une première surprise. Deuxième paradoxe, c'est qu'en général, une percée conceptuelle d'une juridiction, lorsqu'il s'agit de s'attribuer une compétence nouvelle, repose, et assez légitimement, sur le risque d'un déni de justice, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de juge. Lorsqu'il n'y a pas de juge, un juge doit pouvoir s'estimer en situation de trancher un litige. Difficile d'imaginer qu'il y ait eu, d'ailleurs vous l'avez souligné, monsieur le questeur, un déni de justice en l'espèce, puisque ces actes avaient évidemment un juge, voire plusieurs, au moins le Conseil d'État pour des recours directs contre ces ordonnances, et même l'ensemble des autres juridictions, administratives voire judiciaires, à l'occasion de procès, par la voie de l'exception de ces actes. Et puis, dernier paradoxe, qui est évidemment le plus fondamental, c'est que partant du souhait de consolider la nature législative de ces ordonnances, en réalité, on affaiblit la loi. Parce qu'enfin, s'il y avait consensus depuis 1959 pour considérer que les ordonnances non ratifiées étaient des actes réglementaires, c'est d'abord parce que c'est écrit dans la Constitution et qu'il ne peut pas en être autrement au nom des principes démocratiques. La loi peut être temporairement, ou l'élaboration de la loi peut être temporairement confiée par le Parlement, c'est le sens de l'article 38, au pouvoir exécutif, mais pour une durée déterminée, et sous réserve de la ratification par le Parlement de ce qui est produit. Et le texte est clair, ce qui n'est pas ratifié ne peut pas devenir législatif et reste évidemment réglementaire. Donc ces paradoxes me conduisent effectivement à considérer qu'il s'agit d'une jurisprudence que je viendrai ensuite à la fraternité dans la catégorie des jurisprudences audacieuses, partant d'une intention, encore une fois, louable, pour aboutir à un résultat qui est extrêmement perturbant au regard de la répartition des pouvoirs. Deuxième question, monsieur le questeur, sur les cavaliers, dont les censures augmentent incontestablement. Je serai moins catégorique, si je puis dire, sur ce terrain-là. L'intention est tout aussi louable. Le Conseil constitutionnel a fait émerger, il y a maintenant un certain temps, un objectif de valeur constitutionnelle de clarté, d'intelligibilité de la loi. En dépit de la réforme constitutionnelle de 2008, qui a assoupli, qui du moins cherchait à assouplir la possibilité de présenter des amendements en première lecture, avec cette notion de lien même indirect. L'idée qu'une loi ne soit pas un fourre-tout, auquel se rattachent des dispositions trop éparpillées et du coup forcément peu intelligibles pour tous ceux qui ont à en connaître, est un souhait louable.
Alors, le balancier est-il allé trop loin? C'est un balancier qui est d'ailleurs pour partie entre les mains des assemblées parlementaires elles-mêmes, qui assurent le filtrage de cette recevabilité des amendements. Votre préoccupation est tout à fait légitime. C'est peut-être un sujet là aussi sur lequel le constituant devra à un moment donné revenir pour clarifier les choses s'il le faut. Sur les questions de M. le sénateur Lecomte, je crois... Alors non, il y avait une question plus précise sur les amendements qui était ce qu'il faudrait penser d'un amendement qui n'aurait pas pu être présenté au titre de l'article 45 au Sénat, dont le filtrage aurait été plus bienveillant à l'Assemblée nationale. Est-ce que le juge constitutionnel devrait le censurer à cet égard-là? Je fais une réponse qui n'est pas une réponse de Normand, mais c'est que si on... Pardonnez-moi, monsieur le Premier questeur. Voilà, s'il s'agit, si les caractéristiques d'un cavalier sont réunies, la censure doit être prononcée, mais pour ce motif. Alors, quant à la question très inédite et intéressante que vous posez, de savoir si le fait qu'il y ait eu en quelque sorte 2 poids 2 mesures entre les 2 assemblées parlementaires serait un motif de censure constitutionnelle, alors là, pardonnez-moi, je ne sais pas si la question se posera, mais si elle devait se poser un jour, et si je devais avoir l'honneur de siéger dans cette instance, je préfère réserver ma réponse. C'est un sujet qui me paraît assez délicat et qui paraît appeler une délibération collégiale. Que faut-il penser des 227 censures ou réserves d'interprétation, je crois, pour être plus complet, prononcées en un peu moins de 900 QPC aujourd'hui? C'est beaucoup, incontestablement. Je crois que c'est le résultat qu'il faut assumer d'une réforme constitutionnelle qui a été sans doute le point majeur de la réforme de 2008, qui, je crois, s'explique aussi par le fait que l'on vient de vivre en quelque sorte la décennie du déstockage des dispositions susceptibles d'être censurées devant le Conseil constitutionnel par cette procédure. Je veux dire par là que quand on voit notamment les toutes premières années où il y a eu un grand nombre de QPC traduites par des censures, on a bien vu que dans les instances juridictionnelles, les avocats en particulier avaient, pardonnez-moi l'expression, mais un stock de dispositions susceptibles d'être contestées qui a pu aboutir effectivement à ce résultat qui paraît un peu préoccupant. Effectivement, d'ailleurs, le président Fabius soulignait récemment que de l'ordre d'un quart des QPC dont le Conseil constitutionnel est saisi aboutissait soit à une censure qui n'est parfois que très partielle, soit à une réserve d'interprétation, même si ce schéma est un petit peu particulier pour les QPC. Je crois aussi qu'il faut souligner que l'instrument de la QPC n'offre pas au Conseil constitutionnel le même champ de jurisprudence que l'examen du contrôle de légalité, enfin de constitutionnalité, pardonnez-moi, a priori, puisque ne sont appréhendables par la QPC que les droits et libertés garantis par la Constitution, ce qui laisse quand même au législateur un nombre considérable de dispositions qui n'entrent pas dans ce champ-là et qui ne sont pas susceptibles d'être appréhendées par ce contrôle. Alors, j'en viens à la question que vous m'avez posée, monsieur le sénateur, mais qui a également été posée par la présidente de la Gontrie et par madame sénateur Jorda, qui est... pardon ? Moi, je ne suis pas présidente, je suis gentille. Ça viendra. Il me semblait, vous n'êtes pas vice-présidente de la commission ? Ah, si, ensuite. Voilà, madame de la Gontrie. Pardon, non, monsieur. Vous l'aviez oublié. Je vous en prie, monsieur le sénateur, je vous en prie, je vous en prie. En tout état de cause. En tout état de cause. Pardonnez-moi. La fraternité. C'est évidemment quelque chose que je rangerais dans ma typologie, dans la catégorie des jurisprudences audacieuses. Un mot, comment résumer mon analyse ? Un mot n'a pas forcément valeur de droit positif. Si je dis liberté, si j'écris liberté, je peux faire un poème absolument magnifique, je ne pose pas une règle de droit. Si j'écris que la liberté permet de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, c'est une règle normative.
Alors, quand on regarde la fraternité, le mot apparaît 3 fois dans la Constitution, comme le Conseil constitutionnel l'a fort justement relevé. Il apparaît bien évidemment très vite dans la devise de la République. Et puis il apparaît 2 fois, j'allais dire au détour, en tout cas, dans des dispositions qui concernent les populations d'outre-mer et dans lesquelles la fraternité est qualifiée d'idéal. 2 fois. Donc c'est un élément du triptyque de la devise de la République et c'est un idéal. Alors un élément du triptyque de la République et un idéal peut-il devenir un principe de valeur constitutionnelle? C'est ce qu'a jugé le Conseil constitutionnel. Je n'y suis pas du tout opposé par principe. Je note simplement que même si le sujet avait fait l'objet de quelques colloques, de quelques tentatives d'avocats par le passé, ce n'était pas un sujet qui faisait consensus. Et à ce titre-là, je n'aurais pas trouvé illégitime que la question étant posée au Conseil constitutionnel, il la renvoie au constituant. Il me semble que dans l'espèce de typologie de la responsabilité d'un juge, fût-il constitutionnel, et je reprends, Madame la Présidente, vous avez mal perçu le terme de retenue que j'ai utilisé, c'est ce que je voulais dire. Il n'est pas inconvenant pour des juristes de considérer que, ainsi positionné dans un texte constitutionnel, ce mot peut avoir un sens normatif. Il faut oublier que dans les 2 décisions dans lesquelles le principe de valeur constitutionnelle a été retenu, il s'est agi au final de censurer des dispositions législatives. Ce n'était pas une considération en passant, en quelque sorte. Donc il me semble que, d'une part, une telle innovation doit être prévisible, je ne sais pas si elle l'était totalement, et idéalement, dans ma conception du rôle d'un juge, notamment constitutionnel, cela relève plutôt de la légitimité politique du constituant. J'en reviens à la dernière question du sénateur Lecomte concernant le droit européen. Alors, pardonnez-moi, monsieur le sénateur, je suis passé très vite sur le sujet européen en me concentrant effectivement sur la thématique de l'identité constitutionnelle. Je n'ignore pas, bien évidemment, toute la problématique, toute la force, je dirais, de notre adhésion au droit européen par le traité de Lisbonne, dernier en date, et toute la problématique de la cohérence d'ensemble que doit représenter l'ordre juridique de l'Union, qu'il soit direct ou indirect, je veux dire règlement ou directive à intégrer dans notre corps législatif. Le Conseil constitutionnel joue un rôle majeur en la matière parce que, vous l'avez noté, la transposition des directives fait aujourd'hui l'objet d'un contrôle de constitutionnalité pour les lois de transposition, qui est en réalité une rupture avec une jurisprudence très ancienne du Conseil constitutionnel, qu'on a appelée la jurisprudence IVG, qui remonte à 1975, et dans laquelle le Conseil constitutionnel avait renvoyé aux juridictions de droit commun, administratives ou judiciaires, le soin d'exercer ce contrôle. Mais aujourd'hui, et de manière tout à fait légitime, le Conseil constitutionnel se saisit du droit de l'Union lorsqu'il est saisi de lois de transposition. Et bien évidemment, la combinaison de notre droit législatif interne, en quelque sorte, et du droit de l'Union est un sujet tout à fait majeur. Je ne veux pas abuser du temps qui m'est alloué pour approfondir cette question. Madame la présidente de la Gontrie, vous m'avez interrogé sur 2 points plus précis. La parité du Conseil constitutionnel, je n'y verrai à titre personnel que des avantages. C'est évidemment pour le coup aussi un sujet du constituant. J'évoquais tout à l'heure incidemment le fait que pour instaurer la parité dans les élections locales, il avait fallu passer par une réforme de la Constitution. C'est la même problématique qui se pose en l'espèce. Donc c'est au constituant de se saisir du sujet. Il m'est plus facile de vous répondre à titre personnel sur la question concernant les règles de déport, puisque ça, c'est une question qui relève d'abord, j'allais dire, de la police interne d'une assemblée et d'un collège. Ce sont des règles qui me paraissent absolument essentielles à la crédibilité d'une institution. Dans les juridictions, qu'elles soient judiciaires ou administratives, on veille depuis de nombreuses années avec une grande attention à ces règles. Vous aurez certainement noté que dans le règlement qui existe depuis la QPC, qui est spécifique à la procédure de QPC, il y a des règles de déport. Il y a également des règles de récusation qui existent.
sont sans doute perfectibles, mais elles existent. Mais vous avez raison de souligner qu'il n'y a pas de règle de déport dans les procédures concernant l'examen a priori des lois qui sont déférées au Conseil constitutionnel. Je crois avoir compris que le président Fabius avait l'intention de soumettre au Conseil constitutionnel l'élaboration de règles de cette nature. J'y suis pour ma part éminemment favorable. Pour ce qui est de l'amélioration des procédures électorales, vous avez souligné qu'elles ont déjà beaucoup évolué. C'est vrai qu'on partait de loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, la possibilité pour le Conseil constitutionnel, juge électoral, d'entendre les parlementaires concernés, soit à son initiative, soit à leur demande, est quand même, en termes de contradictoire, un progrès considérable. Pour avoir été dans mes années juridictionnelles au Conseil d'État et même en tribunal administratif, juge d'élection beaucoup plus modeste, je reconnais qu'il reste des écarts qui peuvent certainement, là aussi, être marge d'évolution dans les années à venir. Monsieur le Premier questeur, comment le Conseil constitutionnel peut-il, sur le pilier fondamental de l'équilibre des pouvoirs institutionnels, apporter des améliorations? Je réponds schématiquement, pardonnez-moi, compte tenu du temps dont nous disposons. La première façon de le faire, bien sûr, c'est de veiller au respect strict des règles procédurales. L'élaboration de la loi, les relations entre l'exécutif et le législatif connaissent des règles qui peuvent être occasionnellement outrepassées, mais qui sont toujours, lorsque cela arrive, des sujets de préoccupation. On a probablement tous à l'esprit, dans des circonstances très particulières de l'état d'urgence sanitaire, le vote d'une loi organique dont les délais d'adoption n'ont pas été respectés, ce qui a été soumis à un contrôle du Conseil constitutionnel, qui s'est révélé ne pas être un feu rouge, mais qui aurait pu l'être. Il y a bien évidemment la question des amendements, et notamment des amendements du Sénat. Il faut reconnaître au Conseil constitutionnel, en 2015, si je me souviens bien, d'avoir, contre la lecture de l'Assemblée nationale, imposé la capacité pour l'Assemblée de reprendre en dernière lecture, donc en nouvelle lecture, comme on dit plus précisément, des amendements du Sénat, ce qui me paraît être là aussi une intrusion parfaitement légitime une intrusion, en tout cas un regard exercé de manière vigilante sur les prérogatives du Conseil constitutionnel. Alors la question fondamentalement délicate que vous posez s'agissant des modalités de révision de la Constitution. Vous m'avez mis à l'aise en me disant que vous ne me demanderiez pas de vous dire ce que je voterais le cas échéant après un éventuel délibéré, si éventuellement j'étais membre du Conseil constitutionnel. Parce que bien évidemment, je ne pourrais pas vous le dire. Mais vous me demandez, je ne vais pas reculer devant l'obstacle, de vous dire quel est mon sentiment personnel aujourd'hui. Voilà, comment François Séners appréhende-t-il la question? Je l'appréhende comme un juge qui se laisse guider par la conformité au texte. J'y faisais référence tout à l'heure. Et la lecture des textes me fait dire que si incontestablement l'article 11 permet de soumettre par voie référendaire des textes législatifs ayant trait à l'organisation des pouvoirs publics, c'est, je crois, la formulation à peu près exacte de l'article, pour ce qui nous concerne, là, c'est quand même un article dédié, l'article 89, qui est consacré à la révision de la Constitution. Et que pour un juriste normalement formé par ses maîtres, la règle spéciale déroge à une règle générale. Et que lorsqu'il existe une règle spéciale de modification de la Constitution, il n'est pas tout à fait évident de faire prévaloir, ou en tout cas de retenir, une règle générale qui porte sur des dispositions référendaires beaucoup plus larges. Voilà dans quel état d'esprit j'aborderai cet éventuel débat constitutionnel s'il devait arriver. J'en arrive aux questions de M. le Président Bonnecarrère. Je ne crois pas me tromper non plus en vous appelant Monsieur le Président. Comment organiser le dialogue entre le Conseil constitutionnel et le Parlement, si je résume votre question. Alors c'est un sujet auquel j'apporte une très grande importance parce qu'il me tient à cœur. Dans le dialogue des juges, le mot-clé, c'est le dialogue. Et on a vu, même s'il reste évidemment beaucoup de développement possible, combien les échanges, le seul fait de se parler, de se rencontrer de temps en temps,
indépendamment de sujets brûlants, a permis au fil des années d'amoindrir un certain nombre de difficultés et de converger sur un certain nombre de sujets. Juge administratif, je prends un exemple très concret. À la 3e chambre de la section du contentieux du Conseil d'État, nous avions notamment, parmi d'autres, le contentieux fiscal. Nous avions pris une habitude qui a été perdue depuis, de rencontrer une fois par an l'ensemble des juges fiscaux du Conseil d'État, les fiscalistes du ministère des Finances. Non pas pour qu'ils critiquent telle ou telle décision ou pour écouter leurs desiderata sur je ne sais quelle affaire, mais tout simplement pour débattre ensemble de problèmes de fond qu'ils rencontrent, de difficultés d'interprétation de la jurisprudence. Et de ce dialogue qui n'entachait en rien l'indépendance des juges, naissait toujours, et pour l'administration et pour le juge, une meilleure compréhension des enjeux. Eh bien, je crois que cette logique devrait pouvoir prévaloir dans la sphère institutionnelle, entre le Conseil constitutionnel et le Parlement. Alors, sous quelle forme très précise? Vous en avez évoqué plusieurs qui sont parfaitement concevables. Il me semble qu'initier un processus qui commencerait de manière relativement informelle avant éventuellement de se structurer de manière plus ambitieuse serait sans doute la bonne façon de faire. Autrement dit, pragmatisme qui consisterait tout simplement une fois de temps en temps, je ne sais pas, une fois par an, à se rencontrer, peut-être les commissions des lois des deux assemblées et le Conseil constitutionnel, échanger sur un programme de réflexion, sur des thématiques, encore une fois, dans le respect de l'indépendance absolue des deux parties, serait une bonne manière d'enclencher un processus qui, petit à petit, pourrait effectivement s'engager sur les différents terrains que vous avez plus concrets, que vous avez mentionnés. Enfin, ça me paraît une orientation éminemment souhaitable.